avec des histoires fantômes chinoises. Mais d'ailleurs, ils le font toujours en fait. Mais toujours, oui. Enfin, ils le font plus à Hong Kong. Le spécialiste Wang Jing, Voilà, qui produisait des milliards de merde. Alors lui pour le coup, Wang Jing, moi je trouve qu'il appartient vraiment à cette identité hongkongaise que moi j'aime bien. Tu vois. Et vraiment, Oui. il fait partie de cette identité-là. Et d'ailleurs, lui, il a réussi, il continue à faire des... Lui, il a compris, il fait toujours des films pour Hong Kong et pour la Chine continentale, il est sur les deux trucs, il fait encore des films... Il produit des films de Donnie Yen, il fait plein de trucs, hein, vraiment. Et oui, en fait, il continue à faire ce qu'il faisait dans les années 90, mais du coup plutôt en Chine continentale, mais par le biais du streaming, du direct ou vidéo, du DTV. Aujourd'hui, moi je vais m'y intéresser un peu plus, mais il y a plein de trucs achetés, mais il y a plein de trucs qui sont tournés à la chaîne, comme c'était tourné à la chaîne à l'époque à Hong Kong. Ils tournaient des Gormugen à la chaîne, ils tournaient des Wuxia à la chaîne, des Kung Fu à la chaîne, des trucs. Là, ils le font, mais en DTV chinois. Et d'ailleurs, il y a plein de vieilles stars sur le has-been ou sur le retour hongkongais qui font tous une nouvelle carrière là-bas, mais tous, sans exception, que ce soit en tant qu'acteur, en tant que producteur, en tant que réalisateur. Et c'est absolument logique, puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu un territoire, c'est devenu une région. En fait, administrativement parlant, Hong Kong est une région administrative spéciale de la Chine. C'est comme ça qu'elle s'appelle en fait. C'est comme Macao, c'est comme alors le Tibet, le Xinjiang et d'autres régions ont des. C'est pas tout à fait cette appellation-là, c'est une autre appellation, mais il y a des visas intérieurs, c'est un peu plus. C'est des régions administratives spéciales, mais je crois qu'elles n'ont pas vraiment ce terme-là. Mais en gros, tu as compris, c'est des trucs qui se gèrent pas tout à fait de la même manière en Chine continentale que dans ces régions. C'est une autre. Et surtout Hong Kong, ils ont conservé plein de choses du passé par rapport à l'administration, par rapport à plein de trucs. Même s'il y a plein de choses qui changent et qui se font resserrer parce que forcément ça va dans la logique de la politisation, bien sûr, du pays, c'est logique. Voilà. Et voilà. Mais du coup, oui, ça change du coup l'identité du territoire, c'est évident. Du coup, c'est plus un territoire qui est en flux tendu sur un petit espace avec des gens qui se connaissent de partout. Aujourd'hui, le marché s'ouvre et puis du coup, tout le monde va travailler un peu là où il peut. Et moi, je les comprends. Hein. C'est-à-dire que je trouve ça courageux que tu restes et que tu aies l'envie de rester. Ou alors tu peux faire un peu comme Louis Go, c'est-à-dire que tu peux... Lui, il fait un peu ça, il va tourner des gros films en Chine et puis il redistribue dans l'industrie, ça c'est pas mal aussi, tu peux le faire. T'as des mecs comme Shin Kar-lok qui eux restent comme ça. Wang Jing reste aussi en Chine. Oui, mais ils ont tous plus ou moins, mais même tous les films que tu vois, même les gros films comme Limbo par exemple. Moi je trouve qu'il y a un des voilà, Soi Cheng pour moi c'est un des derniers grands réalisateurs hongkongais avec une identité hongkongaise et tout. Même un film comme Limbo, en fait il est coproduit par une boîte chinoise de Chine continentale, mais une boîte chinoise qui distribue des films à Hong Kong. Parce qu'ils savent que ce film ne sortira pas sur les écrans. Tu peux le trouver peut-être sur les plateformes ou sur les trucs, mais il sortira pas sur les écrans. Je pense pas qu'il soit sorti Limbo. Ça m'étonnerait qu'il soit sorti. J'ai pas vraiment l'info, mais je crois pas qu'il soit sorti. Mais en tout cas, c'est des boîtes de prod chinoises, de Chine continentale, qui coproduisent le film et qui le distribuent sur les territoires uniquement Hong Kong, Taïwan, machin, etc. Et nous, c'est vrai qu'il y a eu un moment où le cinéma de Hong Kong s'est suffi à lui-même, puis après c'était un peu le Hollywood asiatique aussi, c'était un petit peu... Et puis après, ça s'est ouvert à nous, quoi. C'est arrivé chez nous. Mais même quand c'était le Hollywood asiatique, dans les années 80-90, par exemple, c'est dans l'encyclopédie du cinéma chinois là, que j'ai et tout ça, il y a une interview de Simon Yam qui disait, oui, effectivement, même si je parais être une grande star et tout ça, j'ai tourné dans des centaines de merdes. Ah, c'est évident. Parce que, oui, je devais accepter tous les cachets, je devais faire 5 ou 6 films par an. Et puis des fois, t'étais aussi sous contrat, il y a des films que tu pouvais pas refuser. Voilà. Il faut pas nier aussi ce truc-là, il y avait beaucoup de mafia aussi. Jackie Chan a fait 2 films d'un patron de mafieux pour le remercier. Action Force 10 et Island of Fire. En fait, il y en a tellement. Oui, il y en a tellement. Des fois, la frontière est toujours un peu ténue entre les boîtes de prod et puis la politique et puis le monde du grand banditisme. Enfin, tout ça, c'est un petit peu, tu vois, c'est évident. Mais en tout cas, voilà, tu peux plus retrouver la même énergie, forcément. En fait, la force vive s'est redéplacée du côté de Pékin, et du coup, avec un cinéma aujourd'hui bien spécifique, qui met en valeur des choses
très patriotique, etc., avec une uniformisation du pays, avec des règles à un respecter aussi. cinéma en mandarin, une censure qui est très difficile, Des sujets, enfin très stricte quoi. Et c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu peux faire, mais c'est vraiment passer à la moulinette, tu vois, du truc, il faut vraiment respecter tel ou tel truc. Mais donc effectivement, tu as moins de... En fait, limite, tu as plus d'expression. Par exemple, moi je constate que le type de film que j'aimais, le film chorégraphique ou le film d'action, peut mieux s'exprimer en DTV qu'au cinéma. En cinéma, il n'y a pratiquement plus personne de tous les gens que je t'ai cités qui font, à part, t'as encore Yuen Woo-ping, t'as encore Stanley Tong, t'as encore Jackie Chan et Donnie Yen, en gros, qui sortent, dont les films sortent sur le grand écran en Chine continentale. Mais t'as plein de petits mecs qui font des trucs de chorégraphie, de machin, ça sort plus trop au cinéma, j'ai l'impression. Aujourd'hui, ce qui marche beaucoup en Chine, c'est les films patriotiques et les wuxiapian aussi. Les wuxiapian, un peu nouvelle vague là, qu'ils amènent, un peu parce qu'ils ont simplement envie de porter les valeurs du socialisme chinois, voilà, avec la patriotique, etc. Et en même temps, donner une image aussi du monde de l'histoire chinoise, voilà, à travers des films en costume et les films historiques, etc. Ils sont très attachés aussi à ces deux tendances-là. Donc, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'espace entre ces deux tendances. Donc, forcément, mais c'est un marché complètement différent. Donc, mais aujourd'hui, moi, ça m'intéresse moins. Mais il y a quand même des trucs qui m'intéressent beaucoup. C'est-à-dire que globalement, ça m'intéresse moins si tu prends la globalité, mais il y a plein de petites choses vraiment cool, que ce soit sur des films de grand écran ou les TV, ou même des Hongkongais qui font des films en Chine continentale. Je trouve ça toujours intéressant, malgré le fait que le cinéma soit un peu sclérosé. Donc moi, le spectacle vivant, là on est dans vraiment mon histoire plutôt française, même si j'ai travaillé effectivement avec cette troupe française, j'ai travaillé aussi en Chine et aussi en Asie. Et notamment à Hong Kong. J'ai travaillé à Hong Kong, à Macao, à Taïwan, en Chine continentale, etc. Mais oui, en fait, pareil, j'ai un peu fait les choses par hasard, c'est-à-dire que comme toute ma vie est faite de hasard, de rencontres et de choses comme ça, ma vie est une espèce d'aventure humaine où je rencontre des gens et il y a des opportunités qui se créent. J'ai des rêves en tête, mais je n'arrive jamais à les obtenir quand je les veux. C'est toujours quand je lâche un peu la bride et je dis bon, c'est pas grave, que les choses se font d'une autre manière, tu vois. Je sais pas si c'est un peu compliqué à comprendre, mais en gros, il y a toujours des opportunités qui s'ouvrent à partir du moment où je lâche un peu narcissiquement mon truc et je me dis ouais, c'est pas grave. Je vais pas me focaliser sur mon truc à moi spécifiquement, je vais laisser un peu la porte ouverte, et puis il y a d'autres trucs qui se font. Donc là, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Je revenais de Chine. En fait, ça s'est fait entre les spectacles vivants, la troupe, ça s'est fait entre mon retour de Chine continentale pour le Kung Fu et le cinéma de Hong Kong. Et puis, après, quand je suis retourné à Hong Kong. Et ça s'est fait entre ces deux périodes-là. Et ça a duré à peu près 5 ans. Et tout simplement, c'était un pote à moi, un de mes meilleurs amis qui bossait dans cette troupe, un peu comme mon pote qui faisait du kung-fu, un de mes meilleurs potes qui faisait du kung-fu en Chine. Bah là, c'était mon meilleur pote qui depuis des années travaillait pour une troupe de spectacle de rue, et qui s'appelle donc la Compagnie des Quidam. Voilà, et des gens avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans. Moi, je suis pas je viens pas de ce monde-là. Je viens vraiment, comme j'ai dit, du monde du cinéma, le kung-fu, le cinéma de Hong Kong, la chorégraphie, etc. Et c'est vrai que le spectacle de rue, moi j'avais fait du théâtre un petit peu avant, d'ailleurs avec cet ami aussi, mon ami qui m'a introduit dans la troupe. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est un peu rencontrés. Donc moi j'avais fait un peu quelques pièces de théâtre rémunérées, voilà, puis une école aussi d'acteurs. Et puis en fait, moi je viens d'un milieu, comme je t'ai dit, très... je suis un milieu prolo, quoi. Je suis un prolo, mon père était ouvrier. En tout cas, voilà, quand j'avais besoin de bosser, je le faisais. Voilà, j'ai bossé dans le bâtiment, j'ai été ouvrier, j'ai bossé à l'usine, j'ai fait plein de petits trucs. Et à un moment donné, en fait, tout simplement, mon pote m'a proposé de rentrer, de rentrer dans la troupe. Et puis ça s'est passé, puis je suis rentré comme ça un peu par hasard, puis ça a marché. Ça n'a pas marché du premier coup, c'était un peu compliqué au début. Et en plus, c'était pas vraiment mon monde parce que j'avais pas forcément de gens qui étaient totalement. On n'avait pas du tout les mêmes références, les mêmes trucs. Moi, j'ai toujours rêvé plus ou moins de faire plutôt du cinéma. Et en fait, j'avais jamais réussi à en faire. C'est-à-dire que j'ai bossé dans le spectacle vivant, le théâtre, les chorégraphies, les trucs, mais j'ai jamais vraiment fait de cinéma à part par moi-même, quoi, des petits trucs perso, mais dans le milieu du cinéma.
j'ai jamais vraiment réussi. Donc moi j'étais plutôt attiré par ça, mais la vie a fait que j'ai rencontré d'autres gens et c'est très bien aussi comme ça. Et moi ce qui m'intéressait avec ce boulot déjà, c'était l'esprit de troupe en fait qu'il y avait. C'est-à-dire qu'on était un petit peu des saltimbanques comme ça on chargeait le camion avec nos costumes. En fait, c'était des spectacles vivants, des marionnettes géantes gonflables avec de la lumière. Moi, je faisais beaucoup un spectacle qui s'appelait Fier à cheval. C'était une grosse marionnette de cheval et qu'il fallait manipuler. Puis on faisait des festivals, des spectacles. Il y avait une chorégraphie, il y avait un truc, il y avait ce travail chorégraphique aussi un petit peu toujours. Et puis on s'adaptait à plein de situations. Moi, ce qui me fascinait, c'était pas forcément le spectacle en lui-même, c'était plus la vie qu'il y avait autour. Toujours, tu sais, par rapport au voyage, l'aventure, comme je t'ai toujours dit. Et moi, ce que j'aimais, c'était cet esprit un peu de troupe, le côté, on charge le camion, on prend les costumes, on visite des pays incroyables, on part en tournée, on dort pas, on a fait beaucoup la fête, tu vois. C'était des belles années parce qu'on était bien payés. On faisait bien la fête, tu visitais plein de pays, donc moi j'ai visité pratiquement une trentaine de pays rien que comme ça, donc c'était super. Et en plus ce qui était assez marrant c'est que je suis vraiment passé de l'usine à ça quoi, c'est-à-dire que je sortais de l'usine, et puis j'étais vraiment un prolo de base, et puis j'avais mon pote qui m'a introduit, puis bim je me suis retrouvé du jour au lendemain à devenir intermittent et être payé super bien, et faire des tournées à travers le monde et tout. Alors ça c'est un peu l'histoire de ma vie, tu vois, c'est un peu du hasard. J'ai tendance à surfer un peu sur la vague et en fait les opportunités se font comme ça. J'essaie de pas trop réfléchir parce que dès que j'ai voulu un petit peu contrôler, réfléchir et cadrer, je me suis toujours un peu planté, et dès que j'ai laissé un petit peu le truc se faire naturellement, ça a toujours fonctionné plus ou moins, tu vois. Donc j'ai toujours un peu fait comme ça. Mais ouais, en tout cas c'était des belles années, c'était des très belles années, et de rencontres, de spectacles, d'esprit de troupe, on s'est vraiment bien marré. Moi, j'ai quand même toujours déjà, alors malheureusement aujourd'hui je ne travaille plus. D'abord c'était par rapport au Covid, parce que c'était par rapport à la vaccination, tous ces trucs-là, puis au voyage, au machin. Moi j'étais pas forcément. Voilà, mais donc du coup, mais de toute façon aujourd'hui je suis un petit peu passé à autre chose en termes d'envie, en termes de tout ça. Aujourd'hui j'ai plus trop envie de voyager, j'ai bien voyagé, j'ai fait ça pendant pratiquement 10 ans, hein. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup parti des tournées, la fête, on prenait l'avion. On faisait des heures et des heures d'avion, des nuits blanches, on dormait pas, on enchaînait avec des spectacles. Après le spectacle, évidemment, je me reposais pas, hein, je faisais la fête, donc ça m'a détruit la santé. Donc moi, je suis vraiment passé, en plus, j'étais assez sportif, chorégraphie, kung fu, machin, puis je suis passé dans un monde où j'étais aussi entre les deux, quoi. J'étais entre à la fois super carré, super sportif, et aussi complètement débauché par moments avec des soirées, des machins, enfin c'était n'importe quoi. J'ai fait des fêtes incroyables à travers le monde, puis tu rencontres des gens, c'était fascinant de rencontrer des gens aussi. Une fois j'étais allé, je me rappelle, en Sibérie, j'avais rencontré des mecs on avait passé la soirée avec des bouteilles de vodka géantes et de très bonne qualité, mais moi j'étais pas forcément spatial. T'as pas le même foi que les Sibériens. Voilà, c'est ça, mais les mecs parlaient même pas anglais, on a quand même rigolé ensemble. Ouais, il y a quand même ce côté, ce que je cherchais quand même dans l'universel, dans les voyages depuis longtemps, c'est-à-dire cet esprit de troupe, cet esprit de voyage, et tout ça, c'était cool. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, voilà, je suis passé un peu à autre chose, j'en ai plus vraiment besoin, quoi. J'ai plus vraiment besoin de voyager, j'ai plus vraiment besoin de faire la fête, j'ai plus vraiment besoin de... Aujourd'hui, les envies vont être plus des choses que je voulais faire depuis longtemps, et que je n'ai pas pu faire, je vais me concentrer sur ça, et notamment sur la création de mes petits films, mes petits courts-métrages, mes petits trucs comme ça, parce que c'est vrai que depuis qu'il y a eu le Covid, moi en fait le Covid ça a été le gros truc à tout arrêter, c'est-à-dire que ça a arrêté les projets que j'avais à Hong Kong pour la figuration et puis pour mon petit scénar, et puis ça a arrêté aussi parce que je voulais aussi devenir, moi j'ai toujours eu envie non pas d'être, en fait, en Chine et à Hong Kong, j'ai toujours eu envie d'être plus créatif. Je n'ai pas vraiment voulu devenir un héros dans les films, je voulais plus créer des films de là-bas, faire des films de kung fu, faire des trucs en tant que réal ou en tant que scénariste ou en tant que producteur, des trucs comme ça. Là, ça a tout coupé. Et puis malheureusement, mais là c'est pas prévu que j'y retourne parce que maintenant ma vie est un peu différente, mais j'ai vécu déjà des trucs super, et avec la troupe, pareil, ça a un peu tout coupé du jour au lendemain, et maintenant je me suis refocalisé sur autre chose. Du coup, j'ai écrit un livre, j'ai fait une chaîne, j'ai développé mes films, et maintenant je suis dans d'autres... j'ai d'autres envies en fait, j'ai d'autres trucs à faire.
Enfin, j'ai d'autres envies. Alors oui, effectivement, j'ai une chaîne YouTube. Ce qui s'est passé, pour la petite histoire, c'est que c'est vraiment, comme beaucoup de gens, en fait, le Covid qui a bloqué un petit peu mes rêves d'aventure, de voyage, mes rêves physiques, on va dire. Donc j'ai dû trouver une solution à un moment donné, une parade pour combler ce manque, ce vide et cette espèce de blocage, en fait. Et d'abord, en fait, avant d'ouvrir ma chaîne YouTube, en fait, j'ai écrit un petit livre qui résume un petit peu les choses dont on a parlé aujourd'hui. Un petit peu, je résume un peu ça, mais plus par l'axe justement du cinéma de Hong Kong. Donc c'est un petit livre qui s'appelle Le cinéma de Hong Kong et moi, où je reviens un peu sur mes aventures hongkongaises, mes aventures chinoises et tout ça. Et en fait, c'est un youtubeur de cinéma asiatique qui s'appelle Jonathan Asia, qui est venu me parler sur Facebook. Je sais plus comment ça s'est fait, pour te dire la vérité, je ne me rappelle plus. Je sais plus exactement le détail de cette conversation, mais il avait appris que j'avais écrit un petit livre, que j'étais allé à Hong Kong, etc. Et je lui avais envoyé mon bouquin, et puis il l'avait lu, et puis il m'avait invité pour un live, en fait, un jour. Et j'ai bien aimé et tout, c'était très cool, bon petit live. Voilà, la première fois que je passais sur internet, je connaissais pas du tout, j'ai jamais pensé ouvrir une chaîne dans ma vie, j'étais vraiment à des années-lumière de ça. Et donc j'ai vraiment fait ce petit bouquin pour raconter un petit peu tout ça, pour partager, mais aussi, moi je l'avais d'abord un petit peu fait pour moi, c'est-à-dire que je voulais en faire ressortir certains trucs, et au départ je l'avais même pas tiré à des exemplaires, j'avais pas tiré à beaucoup d'exemplaires, je l'avais fait pour moi. Après ça s'est étendu au cercle d'amis, et puis après du coup à des gens à qui j'ai pu l'envoyer, puis après à quelques fans du cinéma de Hong Kong aussi qui ont entendu parler du petit bouquin. C'est un petit bouquin très amateur, très simple, très cool, c'est un petit témoignage comme ça. Mais voilà, en fait c'est ça qui m'a permis du coup d'être invité sur YouTube. Et ensuite il y a eu une espèce de demande après mon émission, après mon live là, chez Jonathan, d'ouvrir ma chaîne, en fait. Il y a eu une espèce de... Voilà, les gens ils sentaient que j'avais des trucs à raconter par rapport à mon vécu, par rapport au cinéma de Hong Kong, tout ça. Donc au départ, j'étais parti sur quelque chose je voulais faire que du cinéma de Hong Kong, vraiment que ça. Et au fur et à mesure, j'ai quand même parlé un petit peu d'autres choses, de certains films occidentaux et asiatiques, hein. Donc ce que j'appellerais le cinéma de l'Est et le cinéma de l'Ouest. Voilà, j'ai divisé un peu en deux, j'ai fait une 50aine de vidéos chacun, mais du coup je suis revenu quand même à Hong Kong à chaque fois, parce que je trouvais que c'était toujours dans le cinéma de Hong Kong que je connaissais le plus de détails, en fait, parce que c'est vraiment le cinéma où je me suis intéressé un petit peu à tous les aspects, contrairement au cinéma américain ou français, où je suis porté par ça, par ma culture et là d'où je viens. Il y a des choses qui me touchent peut-être plus profondément à certains niveaux, mais je n'ai pas je n'y connais rien en termes Enfin, en fait, je pense que j'ai beaucoup plus creusé la question du cinéma de Hong Kong, et je suis allé beaucoup plus profondément parce que je regardais vraiment tous les genres de films, j'étais vraiment bloqué par rien. Il y avait un côté presque fascination par ce cinéma-là en lui-même. Donc j'avais tendance à... Donc j'ai un peu compris que c'était là-dedans que je devais aller, donc je suis retourné à ça, en fait. Et puis en parallèle, je mettais aussi d'autres petits trucs sur ma chaîne. Ma chaîne s'appelle Max Pereira, donc c'est pas spécifiquement le cinéma de Hong Kong dans le titre de la chaîne, c'est le titre de l'émission sur le cinéma de Hong Kong, ça s'appelle Hong Kong Connexion. Et après j'ai mis aussi un petit peu mes courts-métrages, etc. Et puis j'ai fait une petite émission aussi qui était très courte, qui s'appelle Le retour du cinéma chinois en Chine, où je développais une espèce de théorie selon laquelle le cinéma chinois, depuis sa naissance, existait d'abord à travers le cinéma de Shanghai, des années 0 aux années 50, pour résumer, après l'arrivée des communistes au pouvoir, on va dire, qui a scié un petit peu le cinéma chinois en deux, et qui a forcé plein de gens à partir ou à choisir leur camp. Et du coup, c'est là par contre que s'est créé le deuxième cinéma chinois, donc après Shanghai, le cinéma de Hong Kong, qui pour moi est la deuxième époque du cinéma chinois, qui est en plus un cinéma chinois hors Chine, ça veut dire qu'il est en Chine mais hors Chine. Enfin, c'est un peu paradoxal, mais pour moi c'est vraiment le cinéma chinois des années 50 aux années 2000, encore un petit peu 2000 avec Johnny To et tout ça quand même, parce qu'il y avait quand même des trucs, mais on va dire que ces 50 années-là, c'était vraiment le grand cinéma chinois, était le cinéma
de Hong Kong. Et du coup, ce que j'ai essayé de démontrer dans cette petite émission, c'était que le cinéma de Shanghai avait nourri le cinéma de Hong Kong, si on regarde bien, que ce soit les gens qui viennent de ce cinéma-là, comme les frères Shaw de la Shaw Brothers et plein d'autres, et qui ont nourri le cinéma de Hong Kong, qu'il y avait une espèce, encore une fois, voilà, de cycle, c'est-à-dire que les gens du cinéma de Hong Kong allaient nourrir le cinéma de Chine continentale. Donc typiquement, on a vu des grands réalisateurs comme Tsui Hark ou comme Stephen Chow, qui ont bien réussi à imposer finalement et à ramener ça, c'est-à-dire qu'à prendre l'héritage du cinéma de Shanghai qu'ils avaient, leur savoir-faire de cinéma de Hong Kong, de toutes ces années qu'ils ont développé, pour l'amener ensuite au cinéma chinois continental de Pékin. Aujourd'hui, le cinéma chinois retourne à Pékin, donc c'est pour ça le titre de l'émission, le retour du cinéma chinois en Chine, qui pour moi était sorti de Chine. Parce que en fait, le cinéma de Hong Kong exprimait la vraie Chine. Aujourd'hui, la Chine n'a pas forcément tendance à proposer la vraie Chine sur grand écran. Hong Kong avait au moins cette liberté, même si c'était un territoire colonisé, au moins ils avaient cette liberté d'explorer un peu tous les aspects de la culture chinoise. Et d'ailleurs, c'était le grand cinéma de la diaspora chinoise, qui aujourd'hui est le cinéma c'est plus les gens de Chine continentale qui s'y intéressent finalement, par rétroaction, mais c'était le grand cinéma de la diaspora, mais qui explorait tous les aspects de la culture chinoise. Il y avait autant des trucs violents que des trucs de telle dynastie. Enfin, comme tout était... Les Anglais s'occupaient pas trop, en fait, de ça. Je crois qu'à l'époque, en fait, ils laissaient développer leur cinéma parce qu'ils s'y intéressaient pas trop. Les Anglais laissaient un petit peu les Chinois faire leurs films. Et puis je crois qu'ils censuraient un petit peu de temps en temps, notamment L'Enfer des Armes de Tsui Hark, qui a été censuré un petit peu par le gouvernement anglais, enfin de là-bas, parce que c'était un peu trop critique sur la société hongkongaise, justement. Mais ça arrivait quand même, mais c'était assez rare. C'était vraiment sur des trucs très extrêmes comme ça. Ce qui s'est passé dans les années 2000, il y a vraiment eu un basculement, mais il y a eu la rétrocession. Le cinéma de Hong Kong, de toute façon, a commencé. C'était pas uniquement à cause de la rétrocession qu'il commençait à baisser. En réalité, historiquement, il a commencé à baisser à partir de 95. Et on va dire que de 95 à 97, il a commencé à vaciller un peu. Il y avait de plus en plus d'œuvres qui se ressemblaient, des crises financières énormes. Il y avait l'arrivée du VCD, de la copie, de la piraterie avait commencé à arriver. Et puis l'arrivée de la Chine et d'un marché énorme et qu'il fallait commencer à connaître, dompter, etc. Et donc il tâtonnait un petit peu. Mais on va dire que dans les années 2000, il y avait encore le dernier soubresaut du cinéma de Hong Kong, pour moi, c'est un peu les années 2000, avec notamment les polars, et notamment avec Johnny To, et avec des films comme Infernal Affair, par exemple, qui malheureusement sont arrivés à des points. Alors là, je parle pas forcément de Johnny To, je parle plus de le syndrome Infernal Affair, c'est-à-dire ces espèces de polars tournés dans des bureaux un peu aseptisés, qui étaient à des années-lumière des grands polars de la belle époque, un peu crado ou avec une dimension un peu héroïque ou légendaire ou mystique. Voilà. Il y avait un côté très terre-à-terre, très bureaucratique, mais du coup qui était en adéquation aussi avec ce que devenait Hong Kong, avec la Chine qui est un pays très bureaucratique, voilà. Donc ça correspond un petit peu à ça, notamment à Infernal Affair 3 qui est vraiment qui a été fait pour la Chine et en collaboration avec la Chine aussi, et qui est très 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 bureaucratique, très 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 verbeux, très 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 chiant à ce niveau-là, qui s'éloigne complètement des polars hongkongais de la belle époque. Là on rentre dans une autre époque. Et effectivement, il y avait ce que tu disais sur Johnny To, c'est que Johnny To pour moi c'est un des derniers grands, on va dire presque plus producteur pour moi en fait que réalisateur, parce que c'est vrai que je suis pas un immense fan de Johnny To d'un point de vue de réal. Non, mais j'avoue que je suis un grand fan de The Mission, je suis un grand fan de Breaking News, je suis un grand fan de plein de films. Mais j'aime Vengeance avec Johnny Hallyday, je l'aime bien. Il y a plein de trucs que j'aime bien. La détective, les élections. Voilà, là je trouve ça bien, mais moi en fait le problème c'est que ça m'éloigne il y a encore un peu le côté crado, mais ça m'éloigne parce qu'il n'y a pas assez de kung-fu, il n'y a pas assez de trucs qui se rapprochent un peu au corps, il y a un peu trop de... Voilà, c'est du polar qui est de très bonne qualité, mais qui moi me plaît un peu moins. Mais moi je suis un énorme fan de The Mission, et même si The Mission s'éloigne de ce que j'aime à première vue, c'est-à-dire The Mission c'est l'anti-The Killer, quoi. C'est vraiment The Mission, c'est totalement l'inverse. D'ailleurs c'est intelligent parce qu'il a amené un nouveau truc, il a amené quelque chose de nouveau dans la mise en scène, tout ça. Mais non, quelqu'un de très important pour cette décennie-là. Cette décennie 2000, c'est qu'un des... Donc, après on peut aussi citer Wilson Yip,
Tu peux citer encore des mecs comme Benny Chan, Teddy Chen, qui eux étaient plus dans la partie action, ou des mecs comme Andrew Lo. Ouais, Ringo Lam, je crois qu'il était plus trop là dans les années 2000, je sais plus trop ce qu'il a fait. Je crois que c'est. Moi, Ringo Lam, je le vois plus comme un réal des années 80-90, comme un. Je le vois plus de cette génération-là. En fait, à partir des années 2000, j'ai pas l'impression qu'il ait fait. Bon, après, je peux peut-être me tromper. Hein. En fait, il est parti, je crois, des gens comme Jackie Chan, Jet Li. Qui étaient partis aux États-Unis. Voilà. Ouais, c'est dans ça. les années 2000. C'est ça, voilà, c'est ça, exactement. Et oui, voilà, et en parallèle, il y avait tous ces mecs qui partent aux États-Unis aussi. D'ailleurs, c'est grâce à eux, moi j'ai pu découvrir un petit mec de campagne, j'ai pu découvrir tous ces films-là. Hein. C'est parce qu'il y avait tous ces mecs, l'Amérique les a appelés et qu'on a pu découvrir leurs films, même si ça n'a pas été très très brillant à ce niveau-là, le ravalement. Pour moi, le seul qui a vraiment sorti son épingle du jeu, c'était Kirk Wong avec The Big Hit. La petite comédie d'action avec Mark Wahlberg. Je l'ai pas vu, mais Replicant de Ringo Lam, c'était pas un bon film. Et puis je trouve si Ringo Lam, il a bien marché avec Van Damme, il a fait 2-3 bons films. Mais si tu veux, moi je retrouve pas spécialement l'esprit hongkongais. Je considère que c'est des bons Van Damme, mais je considère pas que c'est des bons films hongkongais faits pour les États-Unis. C'est-à-dire que dans The Big Hit, je trouve que c'est une des rares fois où un réalisateur hongkongais a fait un film hongkongais pratiquement, alors que pourtant l'ADN est très américain, c'est-à-dire que c'est une espèce de comédie d'action avec un peu de gangster, de roman, avec de la musique américaine. Aussi. Il y a un peu ce truc-là, donc il respecte les codes du cinéma américain, mais il arrive à apporter une certaine folie et des scènes un peu dingues de cinéma de Hong Kong que j'ai rarement vu dans un film réalisé par un Hongkongais aux États-Unis. Volte-face. Moi je te citerai aussi. Ouais, les têtes de Nicolas Cage et John Travolta, c'est vraiment très il y a un petit peu ça. De toute façon, John Woo était vraiment fait pour aller aux États-Unis. Lui, c'est vraiment celui qui a le mieux réussi, c'est clair et net. Alors qu'à quelqu'un comme Tsui Hark, tu sentais qu'il était totalement chinois et que c'était impossible de faire un divertissement américain. Même les films hongkongais qu'il a essayé de faire pour le marché américain, tu regardes The Master avec Jet Li, tu regardes The Black Mask 2 qui avait une portée internationale et qui était un peu américanisé, c'est des catastrophes artistiques, mais que moi j'aime bien. Moi j'aime surtout Black Mask 2, il me fait rigoler, mais c'est des films, c'est des trucs, tu sens qu'il n'est pas fait pour ce type de public, pour ce type de pays, pour ce type de spectacle, et qu'en fait il a ça en lui et qu'il le recrache dans ses œuvres, mais d'une manière très avec son point de vue de chinois, quoi. C'est vraiment autre chose, quoi. Il a une culture geek, mais qu'il arrive à expulser de manière très chinoise pour son public spécifiquement. Donc, vraiment, ils sont aux antipodes. Mais voilà, en tout cas, il y a eu, pour revenir à Drug War, ce que tu me disais initialement, par rapport à Johnny To, c'est qu'effectivement, il y a eu une époque, il y a eu un moment où ça a basculé entre Hong Kong et la Chine continentale et où ils se sont rendus compte que c'était un petit peu là qu'il fallait aller. À Hong Kong, voilà, c'était fini, il fallait vraiment aller là-bas. C'était les années 2010. C'est vraiment dans les années 2010 où ils ont un peu lâché avec Hong Kong et ils se sont dit là on va commencer à faire des films typiquement pour le marché continental. Johnny To, pour Drug War, c'est un peu particulier parce que je crois que c'est un film qui a été tourné en Chine continentale, mais avec un acteur hongkongais quand même en tête d'affiche qui était Louis Ko. Et je crois que le film est même pas sorti en Chine continentale, je sais plus, il y a eu un truc comme ça. Pour moi, c'était vraiment l'idée de conquérir le marché chinois. Mais après, peut-être qu'il a été au final interdit à cause de la fin, même s'il l'a très ascétisé pour le public chinois. Je t'avoue que je ne connais pas assez Johnny To et la manière dont le film a été fait pour t'en parler, mais j'ai entendu parler de certains trucs par rapport à ça. Mais par exemple, tu as eu des mecs par exemple, qui ont amené justement ce savoir-faire chinois. Savoir-faire hongkongais dans le cinéma chinois, pour moi, c'est vraiment Tsui Hark et Stephen Chow qui ont commencé à faire des films. Il y a les Détectives D, La tête de la montagne du tigre, même nouvelle Auberge du Dragon qu'il a fait avec Jet Li, tous ces films-là, puis les Stephen Chow, les Journey to the West. Vraiment, je conseille à des gens comme ça, les Journey to the West 1 qui a été réalisé par Stephen Chow et les Journey to the West 2 qui a été réalisé par Tsui Hark. Et scénarisé et produit par Stephen Chow, c'est magnifique, c'est vraiment superbe comme spectacle. Et moi, du coup, j'avais cette tendance à penser que, voilà, il y avait cette espèce de boucle qui faisait que, voilà, le cinéma de Hong Kong allait nourrir le cinéma chinois. Le problème, c'est que là, ils ont l'air de prendre une autre direction. Peut-être que ça va revenir, parce qu'après tout, on est encore au début de ce nouvel ère chinois, donc je pense que ça va revenir. Je pense que les mecs comme Tsui Hark, quand ils auront fait suffisamment de films patriotiques, comme La bataille du lac Changjing par exemple, que moi j'aime bien, mais qui
qui est un film de commande en fait, qui est une commande. Ouais. Mais on sent qu'il est très impliqué quand même il est très impliqué dans la mise en scène. Moi j'ai vu quelques morceaux. La scène finale avec le jeu des ombres. Il est vachement belle. Moi je crois qu'il a fait plus de trucs pour le deuxième. Mais non, il était très 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 impliqué quand même si je pense qu'il s'implique dans beaucoup, même dans ses films de commande, il s'implique beaucoup de toute façon. Quand il a la liberté. Ouais. Parce que les films de commande de Van Damme, là il a eu moins de liberté. Ouais, mais je pense que Tsuyark en fait, a été beaucoup plus heureux de travailler avec les Chinois de maintenant, communistes, que les Américains capitalistes de l'époque. Je pense qu'en fait, Ouais, parce qu'avec ce côté mettre en avant, parce que ça c'est très américain, voilà, le cinéma, cet individualisme à l'américaine, à l'occidental, mettre en avant un mec comme ça, musclé, machin. J'ai pas l'impression que Tsuyark l'ait fait beaucoup dans sa carrière, il avait plutôt tendance à glorifier des héros chinois, ou alors de raconter des types de récits qui mettaient en perspective des héros chinois avec la manière un peu collectiviste, c'est-à-dire qu'il y a pas forcément, il y a un héros, mais il y a aussi toute une chaîne de héros en bas qui l'aident. Ça c'est très chinois par là. Dans le cinéma chinois, c'est un truc qui change par rapport au cinéma américain. Tu regardes un film comme La bataille de la montagne du Tigre par exemple, il y a un héros, il est même un peu anti-héros, même un peu, il s'introduit dans la base, etc. Mais sans lui, sans les autres, il n'aurait pas pu réussir plein de trucs. Donc il y a quand même cette importance de la collectivité, du collectif, de chacun apporte sa part. Ça c'est quelque chose de très très chinois aussi, par exemple, dans sa manière de faire. Et même en règle générale, le héros d'un film de Tsuyark, c'est souvent quelqu'un qui en fait n'était pas fait pour être héros au départ, qui a ses propres faiblesses. C'est vraiment anti-héros, un peu lâche. Pas nécessairement, je dirais anti-lâche, mais quelqu'un qui doit prendre des responsabilités au final, mais qui va souffrir, un petit peu comme a fait John Letterman avec le cinéma américain de Blockbuster. Il a rendu plus humain ces héros. Ouais, c'est ça. Là où, tu vois, on avait avant des Rambo immortels, enfin le 2 et le 3 et tout ça. Après, tu as eu John McClane, l'assassin héros, où dans le monde réel, ces personnages-là seraient pas les héros qui sont dans les films. Mais oui, ça c'était évident qu'il fallait humaniser, puisqu'ils avaient trop fait d'un côté, donc il fallait rééquilibrer de l'autre. Mais là, du coup, c'est ça le problème, c'est que maintenant, par contre, comme le cinéma chinois devient très patriotique, et que Wu Jing est vraiment l'incarnation absolue aujourd'hui. C'est un peu le nouveau de Chuck Norris, quoi. Ouais. À l'époque où Chuck Norris faisait des films pro-américains, etc., avec des films de la canon et tout, moi je le vois un peu comme ça, Wu Jing. Moi j'arrive à l'apprécier de cette manière-là, c'est-à-dire que c'est le nouveau patriotard chinois. Voilà, invincible. Et effectivement, je pense que là, c'est là où Tsuyark n'est pas forcément très intéressé par ce côté-là, par le côté en fait très archétypal, très binaire en fait de l'héroïsme. Je pense qu'il a un côté plus intéressant, c'est pour ça que c'est un réalisateur plus intéressant, plus moderne, plus voilà, je le vois plus comme ça, alors que voilà, comme je disais, Johnny To c'est un peu l'inverse, il a tendance à glorifier la figure héroïque, même si bon, il y a quand même toujours cette ambiguïté entre les deux. En fait, ce qui fait le lien en fait entre les deux, c'est le monde de la chevalerie, c'est-à-dire que tu sois gangster ou que tu sois flic. Lui, en fait, il dit tant que t'es un chevalier, tu peux être dans n'importe quel. Tant que t'es héroïque et que t'es un chevalier, tu peux être dans n'importe quelle paroisse. En fait, à un moment où on va se connecter entre nous, on va se rencontrer et ça va marcher.